Donc, moi, je suis Véronique Hamel. Je suis membre de l'Association des journalistes de l'environnement. Et Catherine Balofurin est apicultrice. Donc, je voulais l'interroger un petit peu sur le rôle de l'apithérapie et quel est le rôle des abeilles sur la protection de notre planète et aussi de notre santé. Je vais la laisser se présenter. Et merci, Véronique, de m'avoir invité à cet atelier. Je vais bien parler dans le micro pour que vous m'entendiez, parce que c'est d'autant plus important que quand je me rends comme ça à une interview, je viens aussi de la part des abeilles. Parce que mon principal travail, c'est de vivre avec les abeilles. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'observer, de s'imprégner de la nature sauvage pour trouver des solutions dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup à vous dire de la part des abeilles. J'espère pouvoir répondre à vos questions et à tes questions. Je voulais savoir un petit peu comment vous est née l'idée de devenir un petit peu apicultrice. Je sais que vous avez pris des cours au Jardin du Luxembourg, qui est à Paris. Il y a un grand rucher d'ailleurs. Alors, ça a commencé en fait dans le jardin à côté. Mon père était médecin thermal à Cauterets. Il soignait déjà avec la nature, parce que les eaux thermales de Cauterets chaudes sont vraiment une thérapeutique incroyable pour le nez, la gorge, les oreilles, la peau. Et donc, j'étais imprégnée de cette médecine naturelle. Et quand j'avais 10 ans, il y a un essaim d'abeilles, ça donne une énorme colonie d'abeilles, un essaim d'abeilles, qui s'est posé devant la maison dans le jardin. Et ma mère nous a demandé de tous rentrer dans la maison, elle a fermé la porte, mais je me suis échappée par la fenêtre pour aller rejoindre les abeilles, parce que c'était un attrait d'enfant que j'ai eu dès le début pour ces abeilles. Et l'apiculteur, qui était un prêtre chinois réfugié politique à l'époque de Mao, euh, m'a initié en me permettant de toucher les abeilles, d'être au milieu des abeilles, de danser avec les abeilles. Donc, ma véritable initiation, c'est ça. Et beaucoup plus tard, quand j'avais 17 ans, je suis allée à des cours, j'étais étudiante à Paris venant des Pyrénées, je voulais retrouver la nature. J'ai pris des cours avec un moine au Jardin du Luxembourg, c'est un moine apiculteur qui avait une longue barbe et qui initiait aussi au langage des abeilles. Euh, il y a toujours des cours au Jardin du Luxembourg, mais je pense que l'initiation particulière que j'ai eue avec ces deux personnes a beaucoup marqué ma vie professionnelle et me conduit aujourd'hui à vivre avec et Quel est le rôle des abeilles pour la protection de notre environnement? Comment elles agissent? les abeilles. Déjà, il n'y a pas, ce n'est pas tout une relation enfermée comme nous on fait chez les humains. On pense qu'on fait partie de l'humanité, que le reste est à notre service. Elles, c'est l'inverse. Elles ont la notion pardon. Les abeilles, elles vivent en complète symbiose et partage, et elles fécondent ce qu'elles touchent. C'est-à-dire que leur nourriture, c'est le miel, le pollen, elles se protègent aussi avec la propolis, mais tout ça ne prélève rien à la nature. C'est-à-dire que quand elles vont butiner une fleur, elles, en même temps, elles l'hydratent et elles amènent la fécondation en transportant le pollen. Donc, les abeilles, elles ont un rôle indispensable pour nous d'abord, parce qu'on n'aurait pas de courgettes, de carottes, d'animaux même qui feraient du lait, s'il n'y avait pas d'abeilles, puisqu'elles fécondent 90% des plantes. C'est grâce à elles que ces plantes existent. Donc, les abeilles ont un rôle fondamental sur la fécondité végétale, mais elles ont aussi un rôle important qu'il faut noter aujourd'hui pour nous soigner. C'est-à-dire que si elles restent dans les ruches, c'est pas parce qu'elles nous nourrissent bien, c'est parce qu'elles ont des messages à nous transmettre, elles veulent nous soigner. Elles nous considèrent comme faisant partie de leur matrice et elles veulent que l'humanité soit meilleure, soit plus propice pour la vie. Et donc, elles ont un rôle important de thérapeutique pour nous aujourd'hui.
Et qu'est-ce que l'apithérapie? Vous avez déjà un ouvrage? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est se soigner avec les abeilles, avec le pollen, avec les élixirs. Vous avez même créé des élixirs de la ruche. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça peut préserver ou soigner l'être humain? Euh, Quand Erol m'a demandé, il me commandait l'éditeur Erol, qui est un éditeur, on va dire, scientifique, pour connotation scientifique, il m'a demandé d'écrire un livre sur les bienfaits des produits de la ruche. Et moi, j'ai souhaité donner comme titre l'apithérapie. En fait, ça n'existait pas encore comme nom, et maintenant on en parle. L'apithérapie, apis, c'est les abeilles, en latin, c'est les abeilles, et thérapie, c'est soigner. Mais en fait, dans toute donc, dans ce livre, il y a des recettes, essentiellement des recettes, mais j'explique aussi le sens de chaque produit de la ruche pour les abeilles. C'est important de comprendre pourquoi les abeilles le font et pas simplement ce que ça fait sur nous. Évidemment, l'apithérapie, ça permet quasiment tout. Le miel, ça soigne toutes les plaies. Si vous vous blessez, quelle que soit la profondeur de la plaie, à l'hôpital comme à la maison, vous pouvez vous soigner avec du miel. Et on ne connaît pas de contre-indication au miel. Ça passe sur les plaies. C'est à la fois extrêmement moderne, c'est utilisé dans les hôpitaux aujourd'hui à la place de médicaments de laboratoire et avec, c'est remboursé par la sécurité sociale, les traitements miel, mais c'est aussi très ancien, parce que là, j'ai amené aussi ce livre, parce que c'est un livre écrit par un historien, une historienne, Marie-Claire Frédéric, et elle cite l'étymologie du mot miel. Miel, ça veut dire médicament. L'étymologiquement, dans toutes les langues les plus anciennes, médou, dans le sanskrit, dans les langues anciennes. Donc, les abeilles soignent du coup, dans mon livre, donne l'aspect plutôt moderne et l'approche pratique pour les abeilles, comment se soigner avec des produits de la ruche. J'avais pensé l'apithérapie en français, mais happy en anglais, c'est joyeux, et thérapie, la thérapie joyeuse. J'ai cru que c'était un jeu de mots sur un terme. Alors, oui, c'est vrai que apithérapie, aujourd'hui, on peut le voir dans les deux sens, parce que c'est aussi très agréable quoi, de se soigner avec le miel et avec les abeilles. Souvent, les personnes qui ont, par exemple, des escarres, qui sont alitées depuis longtemps, et on leur dit, on va arrêter de vous mettre ce produit, maintenant on va vous mettre du miel. Mais alors là, le sourire, il vient tout de suite. Il vient parce que c'est efficace dans un deuxième temps, mais ça sent bon, c'est agréable, c'est naturel, il y a tous les avantages. Donc, c'est pas juste consommer par voie interne, mais c'est aussi très efficace par voie externe. Oui, c'est à la fois, le miel, c'est à la fois un traitement externe et un traitement interne, puisque également on peut l'utiliser comme un aliment extrêmement énergétique. Ça, c'est très bon pour le psychisme, parce que ça nourrit directement le cerveau. Ça contient des sucres simples et des enzymes comme le glucose oxydase qui agit directement sur le cerveau. Donc là, si vous avez des jeunes qui passent des examens, des gens qui sont un peu faibles psychiquement, un peu tristes, une toute petite dose de miel, une toute petite dose sous la langue, ça vous améliore tout de suite le fonctionnement de votre cerveau. Ah, là, ça c'est une bonne question, n'importe quel miel. Et non. Parce que le miel, malheureusement, hein, c'est regrettable. Tout le monde n'a pas conscience, et notamment dans l'industrie agroalimentaire, c'est pour ça que vous êtes sur le salon du votre main, on n'a pas toujours conscience que c'est aussi un médicament. Donc, c'est souvent fait avec des méthodes qui maltraitent les abeilles, en leur donnant du sucre, en les brutalisant avec des produits de traitement. Donc, c'est très important que le miel soit fait avec de l'agriculture douce, avec une approche sensible des abeilles et récolté sans avoir donné de sucre aux abeilles, sans avoir d'additifs tels qu'ils voient. Et puis également, ne pas le chauffer. Et il faut que ça soit très propre aussi pour les usages clés. Il ne faut pas que le miel ait été fait dans des ruches poussiéreuses, en posant les cadres sur le sol, que tout le matériel d'extraction et de mise en pot soit très bien nettoyé, très propre. Parce que le miel, évidemment, c'est un bactéricide. Donc, c'est pas très risqué de
faire de miel dans de mauvaises conditions, comme ils font dans certains pays parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est quand même là pour des usages thérapeutiques important de ne pas ajouter des microbes sur la plaie, même s'ils sont annulés en partie par le miel. Est-ce qu'un diabétique peut manger du miel? Alors, le cas du diabète, en fait, c'est une maladie métabolique, hein, le diabète, souvent. Donc, il y a des régimes différents selon le type de diabète. Il faut savoir que le miel étant biodisponible, il n'est pas métabolisé par le foie, il est directement disponible pour l'effort. Quelqu'un qui a du diabète peut lui arriver de risquer un malaise, un coma, par justement mauvaise régulation du sucre dans le sang. Donc le miel va lui apporter immédiatement une réponse beaucoup plus rapide que n'importe quoi d'autre en cas de coma diabétique. Le miel doit être consommé par les diabétiques s'ils devraient en avoir à la maison, dans son sac, pour éviter les comas diabétiques. Et sinon, pour le régime alimentaire quotidien du diabétique, bah, il faut demander au diététicien à quelle dose et comment intégrer le miel dans son régime. Et c'est important d'apprendre à utiliser le miel. Il faut savoir que le miel ne favorise pas le diabète. Ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques qui ont été publiées dans des revues à lecture. Le miel, consommé, vous enlevez tout le saccharose, tout le sucre blanc, le chocolat, le biscuit, et vous prenez comme sucre que du miel. Là, c'est vraiment excellent. Si vous avez une hérédité sensible au diabète, il y a quand même une personne sur 10 qui est diabétique, hein, c'est beaucoup. Vous remplacez le sucre sous toutes ses formes par le miel, vous serez bien mieux, en meilleure santé. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je prends que du miel, quoi. Vous avez un écolieu dans les Pyrénées. Voilà, il faut savoir que malheureusement, le miel est souvent obtenu en nourrissant au préalable les abeilles avec du sucre. Et ça, c'est des questions. Des questions après, peut-être. Oui, on va voir. Hein, Retenez bien la question, je vous répondrai. Parce qu'on ne vous entend pas et c'est enregistré, donc je préférerais vous passer le micro après pour les questions. Les questions, on les répondra après. Voilà. Et vous êtes bienvenue aussi pour me le poser après si je n'ai pas pu répondre. Parce qu'il va répondre à toutes les questions, bien sûr. Vous avez un écolieu dans les Pyrénées et comme vous dites, les abeilles, c'est l'agriculture biologique qui possède, enfin, qui protège aussi notre environnement. Je voulais savoir comment vous communiquez avec les abeilles, comment elles créent ça. Oui, alors, le lieu où je travaille avec tous mes collaborateurs, c'est un lieu très spécial, il est certifié bio et démeter. Nous sommes entourés de plantes sauvages, mellifères et de plantes cultives aussi, comme le thym, le romarin, la verveine, qu'on utilise aussi dans nos préparations. Et les abeilles sont considérées comme libres chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas les forcer de quoi que ce soit. Elles cultivent librement et elles ont toute la nourriture voulue. D'accord. La question, c'est comment elles communiquent avec vous? Alors, les abeilles sont des grandes communicantes. En fait, les abeilles ont beaucoup de leçons à nous donner sur la communication. Quand une abeille revient de butiner, elle va faire vibrer toute la colonie, tout l'ensemble de la colonie, par une danse qui est en fait une danse en 8 vibratoire comme ça, et qui transmet un message extrêmement mathématique et géographique pour dire aux autres abeilles dans quelle direction il faut se diriger par rapport au soleil, quelle est la quantité de plantes qu'elles vont trouver sur place, à quelle distance. Et également, elles identifient très clairement par l'odeur la variété de plantes qui est plus intéressante pour la colonie. Et donc, quand il y a plusieurs danseuses en même temps, les abeilles sélectionnent, les abeilles qui sont dans la ruche, sélectionnent le lieu le plus intéressant. Par exemple, s'il y a
quelques petites fleurs de marjolaine à 500 mètres, mais qui a une petite forêt de tilleuls à 800 mètres, elles vont préférer aller à 800 mètres parce qu'il y aura plus de fleurs, et il y aura plus de nectar, et c'est grâce à la danse. Donc ça, c'est un exemple de langage des abeilles. Et le langage des abeilles est permanent et très rapide. Il se répand dans la colonie très vite. Elles parlent aussi par des phéromones, ce que nous, on sait faire, mais on a oublié. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre sur le langage des abeilles. Il y aurait à dire, j'aimerais trouver une heure à vous détailler. Il y a des livres entiers, des pavés scientifiques sur le langage des abeilles. C'est incroyable le langage des abeilles. Elles sont beaucoup plus évoluées que ChatGPT. Vous croyez si vous voulez. Donc, c'est vraiment une réalité sur laquelle on va se pencher de plus en plus. Et il y a des choses très surprenantes parce que dans le langage des abeilles, il y a du langage non verbal. Et nous, on est beaucoup trop axés sur le langage verbal. Donc, pour nous préparer à venir vous parler, avant de venir, en fait, moi, je me connecte sur le langage non verbal des abeilles et je donne des formations qui s'appellent le yoga des abeilles. Donc, c'est des formations surtout en interne ou avec des apiculteurs, parce que c'est eux les premiers concernés, pour apprendre à s'exprimer comme les abeilles, à communiquer comme les abeilles. Et donc, c'est très, très intéressant. Et ça intéresse le CNRS, le CEA. Ils sont très, très viennent nous voir. On travaille beaucoup avec les scientifiques d'aujourd'hui. Et on fait des publications. Là, on va publier en septembre une très intéressante publication sur la vibration des abeilles et le flux électromagnétique du venin d'abeille qui se transmet dans tout le corps en 2 secondes. C'est un langage aussi. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre encore avec le langage des abeilles. Et moi, je communique depuis l'âge de 10 ans, on va dire, avec les abeilles. Mais au début, je ne me suis pas assez interrogée scientifiquement. C'est seulement à l'âge adulte, j'ai fait des études de sciences. Et puis après, je suis rentrée dans l'apiculture en vraiment regardant, observant tout ce qui se passait, beaucoup plus que le faisaient les apiculteurs qui nous précédaient. Et ça m'a permis d'élaborer des nouvelles hypothèses et on fait de la recherche dessus pour trouver les preuves d'un nouveau langage des abeilles qui ne connaissait pas jusque-là. Je ne suis pas la première à avoir fait ça, mais Et vous avez aussi des chambres d'abeilles à côté. Vous pouvez nous expliquer le rôle? alors, ça sert, qu'est-ce que ça soigne? Dans les Hautes-Pyrénées, donc sur 2 lieux, à Cauterets et à Montpellier, on utilise donc une découverte qu'on a fait, c'est la puissance de la présence des abeilles. Une ruche, en fait, elle émane une voix qu'on n'entend pas forcément entièrement, on entend une vibration sonore, mais il y a plus que ça. Et donc, en posant, par exemple, vous prenez une, une bouteille d'eau, vous la placez à proximité d'une ruche, dans une ruche, l'eau va être de meilleure qualité et elle va être meilleure au goût. Ça peut être valable pour du vin, pour une boisson. Donc, toute notre fabrication, je vais venir, j'en amène, toute notre fabrication, le nombreux, parce qu'on fabrique les nombreux produits que vous pouvez voir sur le stand Cadiz, des baumes, des crèmes, des sirops, on les replace à l'intérieur d'une chambre d'abeilles, c'est-à-dire que c'est une ruche géante dans laquelle il y a des ruches plus petites qui sortent par une entrée. Et nous, on rentre par l'autre côté et on pose toutes nos fabrications sur une palette à côté des ruches pendant 36 heures. Et quand elles ressortent, elles sont meilleures. On mesure, hein. On mesure par une meilleure tolérance, un meilleur goût, une meilleure conservation. Donc, c'est 3 critères très importants. Et ça, ben, on peut aussi l'expérimenter sur notre propre corps. C'est-à-dire les chambres d'abeilles, elles servent pour dynamiser en quelque sorte les préparations que l'on fait, mais elles peuvent aussi vous permettre, vous, de vous dynamiser. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous chez nous pour avoir un moment allongé sur la ruche ou sur les ruches et vous dynamiser dans un endroit réservé à cet usage qu'on appelle la chambre d'abeilles.
Ça ressemble à un sauna d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience. L'impression d'être dans un sauna, mais pas avec de la chaleur, mais avec la présence des abeilles. C'est novateur et les abeilles sont même venues sur moi. Alors, effectivement, je crois que on a plutôt peur des abeilles, qu'elles nous piquent. Comment vous arrivez à faire venir comme ça des personnes, qu'elles puissent apprivoiser et comprendre leur, leur rôle? La, la question qu'on nous pose le plus, c'est est-ce que vous êtes piqué par les abeilles? Ou alors, la principale peur des personnes, ils aiment bien le miel, mais souvent, ils ont peur d'être piqués par les abeilles. C'est vraiment, je pense, une peur mythologique des abeilles. Or, il faut savoir que c'est justifié parce que le venin d'abeille, c'est extrêmement puissant, mais c'est aussi un soin. Euh, on croit que les abeilles, elles piquent simplement pour se défendre, mais c'est pas du tout ça. C'est exactement l'opposé. Bien sûr, quand on est piqué, il faut s'éloigner. Si vous êtes piqué par les abeilles, c'est qu'elles vous font signe de vous éloigner. Mais c'est aussi un soin. Elles vous piquent sur les points d'acupuncture, en fait, parce que l'acupuncture a été découverte grâce aux abeilles. En Chine antique, il y avait un où les abeilles piquaient, c'est comme ça qu'ils ont trouvé qu'il y avait des méridiens. Donc, les abeilles ont inventé l'acupuncture. Les abeilles vous piquent parce que euh, le venin, c'est pas une matière, c'est un flux électromagnétique. Il y a un projectile qui est un excipient, mais en fait, l'action du venin, c'est une action électromagnétique. Et ça, c'est une des recherches qu'on est en train de faire et de publier. Donc, ce jet électromagnétique, en fait, il amplifie le pouvoir vital de l'être humain. Et si vous êtes régulièrement piqué par les abeilles, vous avez plus d'énergie. Et c'est valable aussi pour tous les produits de la ruche, puisque les abeilles piquent, entre guillemets, enfin, injectent du venin dans le miel. Dans le miel, quand il n'est pas chauffé, quand il est récolté bien mûr, parfaitement mûr et operculé, il y a du venin. Il y a du venin électromagnétique. Donc, c'est pas les molécules forcément du venin qui sont en grand nombre, mais c'est les nano particules ionisées qui proviennent les nanocomposites qui proviennent de l'action du venin qu'on retrouve dans le miel. Donc maintenant, avec les moyens d'analyse qu'on a, avec des microscopes très élaborés qu'on peut utiliser pour analyser le miel, on sait que le miel est fait grâce au venin et au nectar des fleurs. La propolis, il y a du venin. La gelée royale, il y a du venin en grande quantité. Mais c'est pas du venin qui va vous l'intoxiquer, au contraire. C'est le flux électromagnétique vivant provoqué par l'injection des abeilles qui va modifier la structure euh, et la rendre plus pour la vie. Donc, ça rend tous les produits de la ruche hyper rapides à être assimilés, biodisponibles et plus puissants et vous donnant plus de vitalité. Il y a combien- On va passer peut-être aux questions. Vous avez une question? Je vais vous passer le micro. Bonjour. Je vous passer le micro. Je vais passer le micro. Je demandais juste si c'est correct. Oui, oui, j'ai pas cité le pollen. Alors, le pollen, il y a, il y a du venin, effectivement, mais moins selon la méthode de récolte. Il faut savoir que deux choses. Quand le pollen est récolté vraiment que à l'entrée de la ruche, il y a moins de venin parce qu'il faut que ça rentre dans la ruche pour qu'elle l'injecte. Donc, nous, on a un système de récolte du pollen qui est à l'intérieur de la ruche pour que justement il y ait plus de venin. Et aussi, cette action électromagnétique des produits de la ruche, ça demande à les consommer crus, c'est-à-dire pour que ce soit ni congelé ni cuit. Et donc là, vous aurez plus d'effet. Quand c'est modifié par des machines, des congélateurs, tout ça, c'est pas bon. Combien de nombres d'abeilles sur la surface de la Terre? Combien d'abeilles sur la surface de la Terre? Et, si c'est quantifiable. En biomasse, il y a 10 puissance 7 fois de biomasse d'insectes sur la Terre que d'humains. Donc, on est beaucoup moins nombreux et surtout beaucoup moins présents en masse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on voit que nous, mais en fait, vous marchez toute la journée sur une terre dans laquelle il y a plein d'insectes, dans le ciel et dans l'air autour, c'est plein d'insectes.
Et c'est vrai que la biomasse d'insectes a tendance à diminuer ou à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a certains insectes qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Donc, en ce qui concerne les apidés, les abeilles, il y a un livre chez Erol dont j'ai participé à la traduction à la préface qui s'appelle L'abeille merveilleuse, qui parle de toutes les autres espèces d'apidés qui sont présentes autour de nous. Donc, l'abeille domestique et l'abeille Apis mellifica qui est dans les ruches, ça n'est qu'une petite partie des abeilles qui courent. Il y en a beaucoup plus que d'humains. Il y a plus de biomasse d'abeilles sous toute forme que d'humains sur la Terre. Donc, les nombrer exactement, ça n'aurait pas de sens, mais il faut savoir que, bien sûr que les abeilles ne veulent plus, la plupart du temps, habiter dans les ruches. On appelle ça l'effondrement des colonies. Mais c'est une vision très productiviste. En réalité, les hyménoptères, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a des 20 000 espèces sur la planète et elles sont très, très présentes, les abeilles. Et c'est plus nous, les humains, qui sommes en moins bonne santé et qui avons surtout des réactions face aux insectes qui sont très nuisibles pour notre environnement. Parce que dès qu'on voit un petit insecte, la plupart des humains, ils mettent un produit pour le chasser. Donc ne tuez pas les moustiques, ne tuez pas les mouches, parce que vous tuez aussi les abeilles. Et vous produisez aussi une boisson qui s'appelle l'hydromel à base d'abeilles. C'est un breuvage qui existait bien avant le vin, enfin, tous les produits, les boissons que l'on possède aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi la fermentation? C'est à base de quoi c'est l'hydromel? Ça, c'est une bonne question. L'hydromel, en fait, dans le Rig Veda, qui est un des ouvrages les plus anciens, il cite le miel et l'hydromel comme la boisson par excellence et la nourriture par excellence. Et dans tous les livres anciens, l'hydromel, c'est en fait dans le miel, il y a des précurseurs de fermentation. Ce sont des, des probiotiques qui sont dans le miel. Donc quand on met à fermenter le miel dans de l'eau, on obtient de l'hydromel. C'est donc la boisson par excellence. Alors le problème, c'est que c'est alcoolisé quand même. Hein. Au moment où démarre la fermentation, il n'y a quasiment pas d'alcool. Après, avec le temps, il se produit de l'alcool. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, est réservé à des occasions très particulières. Ça ne provoque pas d'addiction. On peut quand même en consommer, mais il faut en consommer un peu comme un rituel. L'hydromel, c'est la boisson qui favorise l'âme du poète et qui permet la créativité. Donc, ça ne fait pas dormir, contrairement aux boissons alcoolisées normales. Donc, l'hydromel, c'est une boisson particulière quand même, que tu ne peux pas abuser, mais qui est ultra traditionnelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va attendre un petit peu parce qu'on n'entend plus rien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Oui, on disait tout à l'heure, mais plus près. Vous parlez comme ça, vous voyez, c'est parce que j'ai appris ça aujourd'hui. On disait tout à l'heure, d'accord, chauffer le miel la ruche, mais on peut le mettre à sucrer une boisson chaude. C'est Alors, pas recommandé. bon, boisson chaude à moins de 35 degrés. C'est-à-dire que si vous pouvez mettre le doigt dedans, c'est pas tiède, c'est 35 degrés parce que votre bouche est à 35 degrés et la ruche est à 35 degrés. Au-delà de 35 degrés, vous tuez le glucose oxydase, par exemple, c'est un enzyme extraordinaire, il est mort. Madame, là, vous voulez poser une question? Oui. Alors, oui. Vous parliez tout à l'heure de qualité de miel et donc que les abeilles ne devaient pas être nourries de sucre. Et en fait, certains apiculteurs amateurs, en fait, ils utilisent le produit Apicultura, par exemple, pour nourrir ou au début de saison, pour nourrir les abeilles. Ils vont avoir un miel qui n'est pas de bonne qualité finalement. Oui, je vais répondre à votre question qui contient plusieurs tiroirs. Ah, d'accord. Et alors, les abeilles, leur nourriture de base, leur nourriture, le miel, elles le font pour se nourrir elles. Donc, avant de parler de sucre, il faudrait déjà que chaque apiculteur laisse suffisamment de miel aux abeilles pour passer tout l'hiver et le début du printemps. Donc,
ne prélever que quelques petites quantités de miel. Il y a des apiculteurs qui récoltent 60 kilos de miel par ruche. Mais nous, non, on prend 3 kilos, 4 kilos, c'est 10 fois moins, quoi. Et au moins 10 fois moins. Donc, il faut laisser le maximum de miel aux abeilles pour être sûr qu'elles en aient assez. Si elles n'en ont pas assez, eh bien, elles vont mourir. Parce que, donc, forcément, je ne vais pas vous dire de laisser crever les abeilles. Si vous ne pouvez pas leur donner une miel, donnez-leur au moins quelque chose. Mais le candice, ce n'est pas leur nourriture. Le candice, c'est du sucre, ce n'est pas leur nourriture. Sur un marché artisanal et qu'on rencontre des agriculteurs qui parlent de l'exploitation, pour être s'assurer de la qualité du miel, on peut leur donner de la question comment ils ont envie leur ruche. Voilà, mais là, on soit sûr de la qualité. Ça suffit de savoir ça ou pas? S'assurer de la qualité du miel. Oui. Alors, je pense que je vais répondre par le langage des abeilles. Vous êtes un laboratoire. Moi, vous me donnez du miel à goûter dans ma bouche. Je vous dis exactement s'il a été chauffé. Je vous dis s'il y a du sucre. Je vous le dis au goûter. Donc, je pense que vous pouvez apprendre aussi. Souvent, quand vous achetez du miel, goûtez-le. Goûtez-le et faites confiance. Ne réfléchissez pas. Goûtez avec votre bouche. Laissez. Demain, je vais faire une conférence, si vous êtes là, à 15 heures, où je vous apprendrai à faire goûter du miel. Et sur le stand, il y a un petit guide aussi de la miélologie. Vous pouvez savoir, vous, toute seule, si le miel il est bon ou pas. Parce que si vous posez des questions à l'agriculteur, bah, ça va l'embarrasser. Le gars qui donne des kilos de sucre à sa ruche, il ne va pas vous dire « Oh ben oui, n'achetez pas mon miel parce que je mets du sucre. » Donc, ça me semble mieux de se faire confiance, vous voyez, d'apprendre à goûter les choses, que ce soit le miel ou d'autres aliments. Vous savez, il y a une partie de vous, il existe en chacun de nous un centre omniscient de paix et d'amour qui peut tout savoir, à toutes les possibilités. Ça existe. C'est comme à l'intérieur de la ruche. Il y a aussi un centre de paix extrêmement puissant qui produit le miel. Donc, vous pouvez, avec votre bouche et en vous en confiance, sentir l'odeur du miel, le goûter. Vous allez voir s'il est bon ou pas, s'il contient du sucre. Après, les méthodes de l'apiculteur, c'est sûr que vous ne pouvez pas les maîtriser. Il y a des labels. Il y a les labels Déméter, le label bio. Ici, le miel, ici, il est bio. Donc déjà, c'est quand même contrôlé. Hein. En bio, ils ne peuvent pas donner des sirops, de n'importe quoi industriel, c'est interdit. Donc déjà, acheter bio, mais ça ne suffit pas. On n'est plus à l'heure de l'intellect, on contrôle tout avec sa tête. On a aussi une intelligence du corps, de la bouche, du goût. Vous enjoindrez de l'en servir. Autre question, oui. L'initiation par un chinois d'un moine, c'est assez étonnant, même si on était agriculteurs, donc ils ont c'est une question très, très forte, une question très forte. Ouais, parce que je pense que les abeilles nous apprennent énormément nous apportent énormément de solutions très pratiques. D'ailleurs, vous pouvez voir dans mon livre, il y a tout, on vous explique comment vous soignez tel ou tel symptôme. Mais les abeilles aussi, elles nous élèvent. C'est-à-dire que tout en nous gardant bien ancrés dans la terre et dans les choses, elles nous apprennent aussi à voir les choses de plus haut et à comprendre que, comme nous dit aussi la physique aujourd'hui, hein, que ni le temps, ni l'espace n'existe vraiment fondamentalement. Tout est dans le présent. Vous êtes, quand vous voulez aborder une colonie d'abeilles, un essaim ou aller visiter vos ruches sans être piqué, je vais vous révéler là, très rapidement, le truc absolu qu'il faut savoir. Et c'est valable pour tous les animaux et même pour les humains. Vous prenez tout votre passé, les choses joyeuses, les choses tristes, vous les mettez dans une valise et vous posez votre valise sur le côté gauche.
De l'autre côté, vous mettez tout vos projets, votre futur, vous mettez dans l'autre valise et vous posez la valise. Et vous allez aux ruches sans vos deux valises. Vous allez aux ruches simplement comme vous êtes aujourd'hui, dans votre présent, sans vous poser de questions. Vous avez mis vos clés, si quelqu'un vous attend demain pour faire quelque chose, sans vous préoccuper. Vous allez dans le présent et vous observez vous-même et les abeilles et ce qui vous entoure dans le présent. Et ça, c'est, je pense, j'allais dire le fondement mystique ou spirituel, mais comme vous le voyez, très ancré, que nous apprennent les abeilles. Elles nous apprennent pas des dévotions, des choses comme ça. Elles nous apprennent à être dans le moment présent, c'est l'accès à la plus grande spiritualité, à devenir bienfaisant, à devenir conscient. Mais on le fait par quelque chose de très concret. Parce qu'on sait que les abeilles, ben, si on n'est pas présent, elles vont nous piquer immédiatement. Donc, si vous voulez vous faire beaucoup piquer, ben, venez avec vos peurs, venez avec vos soucis, venez avec vos frustrations. Si vous voulez être dans la joie et danser avec les abeilles, venez en laissant vos valises. Voilà. Ma réponse, c'est ça. Il y a d'autres questions? Oui. Catherine Ballot. Oui. Et si vous voulez me poser encore des questions, je vais maintenant au stand K10. Vous pouvez suivre Jojo, on peut encore vous répondre parce que là, on a un temps limité dans la salle. Oui, parce que c'est 50 minutes, donc je pense qu'on a ça. Mais bon, tant qu'on ne nous dit pas de partir, on peut continuer. Est-ce que si vous avez d'autres questions, si, est-ce que vos instructeurs ont été bouddhistes, par exemple? Personnes qui vous ont enseigné, vous avez dit un moine? Alors, non, quand j'avais 10 ans, c'était un prêtre catholique qui était réfugié en France parce qu'il avait été chassé et même il avait été dans les prisons de Mao Tse-tung. Donc il était venu habiter en France et il s'est trouvé à Cotteret et il avait une connaissance incroyable des abeilles qu'il avait appris par ses ancêtres. Et il est manipulé, évidemment, sans gants, sans entonnoir, ça n'existait pas pour lui. Donc pour moi, ça a été le fondement que j'ai continué toute ma vie, l'apiculture douce, sans voile, sans entonnoir. Moi, je vais aux ruches comme ça, enfin, même en t-shirt, quoi, et sans gants, pieds nus. Pieds nus pour mieux sentir le sol sous mes pieds. Et donc, je connais Véronique depuis plus d'un an maintenant, l'été dernière, un peu moins d'un an. Et je l'ai emmenée aux ruches et elle a vu comment on peut aller aux ruches pieds nus et sans voile. En fait, elle me chatouillait plus que ce qu'elle me piquait. Il n'y avait pas beaucoup qui sont venus sur les mains, mais avec un peu de miel, elle venait, ça chatouille. Elle me chatouillait. Mais je pense que j'y suis allée pour avoir vraiment ce contact avec un monde que je ne connais pas. Enfin, j'étais dans un village où on avait des abeilles tout le temps qui venaient butiner, ça faisait partie de mon quotidien, mais de là à essayer d'approcher leur monde, ça a été une découverte pour moi. Et je dis même aussi que vos amis d'école, ils vous disent que vous avez la tête d'une abeille, c'est ça? Oui, on m'a dit ça. Vous allez finir par le ressentir. Parce que j'ai été invitée au Brésil à Belo Horizonte chez un collègue qui est aussi apiculteur et qui a un laboratoire aussi qui fait de la propolis là-bas. Et donc, ils m'emmènent aux ruches. Ils avaient emmené dans la voiture des grosses combinaisons, des bottes, un gros entonnoir. Et moi, j'ai refusé. Je suis restée en robe d'été. J'ai juste mis les bottes, c'était mouillé par terre. Et j'ai récolté avec mes mains nues la propolis, visage nu. Alors, il y avait 6 hommes, 6 Brésiliens, ils me regardaient comme ça. Ils croyaient que j'allais mourir. Elles vont te tuer, ils me disaient en brésilien. Et finalement, quand ils ont vu qu'elles ne me tuaient pas, petit à petit, les plus courageux sont venus. Ils ont enlevé les gants, ils ont enlevé les voiles. On a tous terminé sans voile. Et après, ils m'ont fait monter dans leur 4x4. Et au lieu de revenir, ils changent de direction. J'ai dit, mais où on va, où on va? Ils me disent, ah, c'est une surprise. Ils m'ont emmené en haut de la montagne. Il y avait une chapelle. Et c'est la chapelle, alors c'est un mélange de catholicisme et de religion traditionnelle. C'est la chapelle des chamans.
Donc, ils m'ont pris en photo dans la chapelle des chamans. Ils m'ont dit, tu es chamane. Non, 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 non. Je ne suis pas une chamane. Parce que vous l'avez fait aussi. Vous êtes des chamans aussi. Voilà, c'est une histoire brésilienne. C'est pour ça que vous avez fait venir un chaman à Medellín, septembre, là, récemment. Vous venez de Ah la oui, oui, forêt alors là amazonienne, aussi, non? il y a donc une chamane, la cacique Tanone, qui est la première femme chef de tribu au Brésil, qui a demandé à venir me rencontrer. Moi, je suis très honorée. Donc, elle est venue, on a organisé une petite fête pour l'accueillir. Et elle a demandé à allumer du feu. Et donc, j'ai fait dormir justement dans la chambre d'abeilles avant. Elle est restée pendant 3 heures à allonger avec les abeilles. Elle connaissait pas, mais elle voulait avoir. En fait, c'était l'inverse. D'habitude, nous, en Occident, on va voir les chamans pour leur demander conseil. Là, c'est la chamane qui est venue me voir pour me demander ce que les abeilles avaient à lui dire, à lui dire à son fils. Donc, quand on s'est retrouvé devant le feu, la, la, il y a la personne qui l'avait amené qui lui dit, bah alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah ben rien, moi je viens pour parler avec les abeilles et avec Catherine. Voilà, donc en fait, on a beaucoup, je pense qu'aujourd'hui, les peuples premiers, les peuples traditionnels, ils se tournent vraiment vers des choses très concrètes, des solutions très concrètes. On n'est pas, il faut arrêter d'être uniquement dans notre raison, dans notre tête et rester vraiment ancré dans l'observation du présent. Et c'est pour ça aussi, et on en parlait avant Véronique, on fait beaucoup de travaux scientifiques parce que c'est important de calmer le mental, de montrer des preuves. On a beaucoup de preuves de l'efficacité du miel, de comment marche les langages des abeilles. Et on a aussi beaucoup de solutions à apporter pour l'avenir et pour la survie des humains sur cette planète grâce aux abeilles. Donc, c'est notre travail. Et pour la biodiversité, également, parce qu'on en a un peu parlé, mais les abeilles permettent aussi que toutes ces espèces de plantes existent et se multiplient. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été faits récemment sur justement les miels, sur la qualité des miels. Il y a une concurrence incroyable, non, au niveau européen, sur les producteurs de miel. Là, malheureusement, comme le miel revient comme un aliment indispensable, à la fois traditionnel et moderne et disponible, il y a beaucoup d'abus, comme dans toute l'industrie agroalimentaire. Et il semblerait que la grande majorité des miels disponibles sur le marché français soient adultérés. C'est-à-dire que ce soit pas, il y a pas mal d'interviews de personnes qui sont des acheteurs qui agissent anonymement comme lanceurs d'alerte pour dire que, en fait, le miel qui est vendu dans les grandes surfaces, il y a rien qui vient des abeilles. Il n'y a rien. C'est des sirops reconstitués où ils mettent quelques marqueurs. Et c'est pas du miel. Donc, c'est sûr que là, c'est décourageant pour celui qui veut trouver du miel en grande surface. Il faut être très attentif. Mais au goût, vous pouvez le trouver. Hein. Ça n'aura jamais le goût. Essayez de goûter un bon miel. On le fera demain pour ceux qui sont là à 15h30, à 15h30. Demain, ici, dans cette salle, on vous fait découvrir l'effet du miel, comment on peut être son propre laboratoire, comment ça peut transformer votre cerveau et votre pensée. À l'inverse du miel qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Parce que vous avez une production absolument incroyable, une variété de miel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs qui ont eu ce temps. Alors, nous, on est effectivement à la fois apiculteurs, chercheurs, fabricants de tous les produits et aussi distributeurs. On fait tous les métiers et comme on a nos fabrications ont besoin et beaucoup de demandes, on a formé 30 apiculteurs qui sont des petits apiculteurs indépendants locaux. C'est Jocelyn d'ailleurs qui s'occupe de travailler et de former ces apiculteurs. Et là, en train de vous donner le catalogue. Et donc, il s'occupe des abeilles, mais il fait des apiculteurs, mais j'ai la com. C'est lui qui nous a mis l'air de la bouche.
Et on est 80 personnes à travailler. Donc, Ballofura, c'est 80 collaborateurs salariés et 30 apiculteurs indépendants, dont nos propres ruches à nous. Et tout est en bio, bien sûr, puisqu'on est des pionniers du bio. C'est moi qui ai écrit les premiers cahiers des charges bio pour l'apiculture. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? C'est une très bonne question parce qu'en fait, le métal, c'est conducteur. Enfin, ça peut être conducteur. Donc, il vaut mieux effectivement du bois pour le miel. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, mais alors, ça, si vous prenez, c'est pas très grave, en métal, mais si vous voulez vraiment avoir le flux électromagnétique du venin, il vaut mieux prendre du bois. En général, le bois est moins conducteur que le métal, donc il y aurait plus de valeur vivante dans l'aliment. Et le miel étant très très riche à ce niveau-là, c'est préférable de prendre le miel avec du bois. Nous, on fait goûter avec du bois le miel, avec des petites baguettes de bois. C'est un peu comme l'argile. Il faut avoir des couverts en bois chez soi, en buis par exemple. Si vous avez des couverts en buis pour manger, bah, vous allez voir les aliments, ils sont meilleurs. Bon, ben, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et, Merci à vous d'être là et d'avoir écouté tout ça. Et bonne continuation. Servez-vous de votre laboratoire vivant que vous avez. merci, Catherine. Cadiz. On va couper la communication avec Zoom.